Pour moi, la vieillesse, c'est de se réveiller un matin et de ne pas avoir envie de sortir de son lit. Une fois, ça va. 2 fois, ça va. Mais si c'est comme ça pendant 3 mois d'affilée, je pense qu'il est temps de se poser des questions. Bienvenue sur ABC Talk et bienvenue pour cette nouvelle rencontre et un petit signe distinctif pour démarrer l'émission. Ce signe-là, il n'y a pas le mouvement en fait, il y a juste ça, on voit ça régulièrement. C'est le signe évidemment de Major Mouvement avec Grégoire qui est avec nous. Salut, Salut Marc, ça va? quel bonheur de te retrouver. Je suis hyper content d'être là. Bon, c'est un petit signe distinctif ça. C'est vrai, c'est un petit signe pour me lancer, pour me conditionner à envoyer toute mon énergie quand je lance une vidéo. Toutes tes couvertures de livres ont ce petit signe-là. Exactement. Il y a une histoire? Pas tant, je crois que c'était vraiment, tu sais, j'avais envie d'avoir à ce moment-là, à l'époque, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, il fallait avoir un petit gimmick, un petit signe de ralliement. Et du coup, c'est un peu resté. Ça colle avec le côté Major Mouvement et un peu décalé du côté sympathique du truc. Bon, qui ne connaît pas aujourd'hui Major Mouvement, quelques millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, il est un peu tout. On dit que c'est le kiné préféré des Français. Je crois que mathématiquement, il y a pas un kiné qui... Et je vais te surprendre. Si. Il y a des personnalités publiques qui étaient kinés qui ont été mille fois plus connus que moi. C'est vrai. Pierre Richard. Ah oui. Était kiné. Okay, est kiné. Ouais. Et Carlos. Et Carlos était kiné aussi. Carlos était kiné. D'accord. Donc je pense que s'ils avaient exploité leur diplôme, je pourrais jamais les égaler. Ceci dit, le seul qui effectivement exploite sa formation, son cursus, c'est toi. Exactement. En l'occurrence. Donc merci d'être là, le kiné préféré des Français. Alors, je dis kiné, mais prof, créateur de contenu, auteur, producteur, conférencier, animateur, tout. Disons que j'ai appris avec le temps à voir qu'est-ce que mon diplôme me permettait de faire et comment est-ce que mes connaissances pouvaient servir les gens et comment je pouvais faire en sorte de les produire pour qu'elles puissent être entendues par un maximum de personnes. Et de manière humoristique. Je me dis que le message passe mieux quand on se marre que quand on se fait chier. C'est vrai. Et on n'est pas obligé de passer des heures et des heures dans des salles de sport. Et on n'est pas obligé, on peut le faire à la maison et avec 3 fois rien. Exactement. Aussi, dit-il, le mec qui ne suit pas du tout ce que fait Major Mouvement. Mais tu sais que j'ai un vrai problème de motivation. C'est terrifiant. Tu dois être confronté à ça. Alors, et tu sais, ma réponse aussi, c'est je trouve que tu es dur avec toi-même. Parce qu'on sait ce par quoi tu es passé. Ouais. On sait la transformation que tu as mis en place. C'est vrai. Et moi, je crois beaucoup à chaque chose en son temps. Alors, il me faut beaucoup de temps, alors. Et on a toute la vie, en fait. On a toute la vie. Et donc, avant d'enchaîner, tu sais, il y a une métaphore que j'ai entendue dernièrement que j'aime beaucoup. Alors, c'est un Américain qui dit ça et il dit shoot the alligator closest to the boat. C'est tire sur l'alligator le plus près de ton bateau. C'est une métaphore qu'on peut discuter, mais le mec vient de Floride et j'aime cette image de. En fait, il y a un moment donné, il y a plein de problèmes à la fois et on va s'attaquer à la priorité. Ouais. Et je crois qu'en fait, dans cette continuité-là, c'est OK, quel est votre problème principal aujourd'hui? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, en changeant de perspective, de changer de regard sur un truc qui vous bousille la vie en ce moment, est-ce qu'on peut réussir à trouver une solution là-dessus? Et je crois que parfois, les gens se retrouvent en échec parce qu'ils essaient de tout changer d'un coup. Ouais. Ils partent dans plein de directions en même temps. Et en fait, c'est épuisant, c'est difficile. Et on se retrouve un peu perdu, comme si on mettait 4 adresses différentes dans le GPS et que finalement, au bout d'un moment, on se trouve complètement paumé. Est-ce que ça n'est pas la première, entre guillemets, problématique, le premier obstacle rencontré par tous ceux qui te suivent, la motivation? Le manque de motivation? Ça va être dur ce que je vais te dire. Je pense que le manque de motivation, c'est une conséquence d'un manque de connaissances. Si les gens savaient plus clairement, et c'est ce que j'explique dans le livre et notamment dans le premier pilier, si les gens savaient plus clairement quelle était la première marche, quelle était la priorité ou dans quelle direction aller et qu'est-ce qu'ils allaient rencontrer sur leur chemin, ce serait 1000 fois plus simple pour eux, non pas seulement d'avoir de la motivation, mais de mettre en place une discipline. Souvent, on a tendance un peu à se dire, la motivation, c'est bien, la discipline, c'est militaire, ça nous déplaît. Ce à quoi je dis, la motivation, c'est bien au départ et il en faut. Mais la motivation, c'est comme une amie que vous appelez pour un déménagement. Elle est jamais là quand il faut. C'est vrai. C'est un peu ça. Ouais, l'image est bonne. Ouais. Donc, on est toujours très motivé pour commencer. Ça devient plus compliqué pour tenir. C'est là où la discipline devient intéressante. Ce que tu expliques aussi, et au travers de tes ouvrages, il y en a 3, c'est le 3e, on va le présenter, notamment avec les 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible.
Ce que tu expliques aussi, c'est que on n'est pas obligé de faire des choses compliquées, lourdes, fastidieuses, contraignantes. Des petits effets ont des grosses conséquences. Exactement. Et donc, tu vois, dans cette notion de discipline, ça devient tout de suite beaucoup plus simple quand on sait sur quel cheval il faut miser, en fait. Et la plupart du temps, pardon de te couper, mais la plupart du temps, quand il y a ce manque de motivation, c'est qu'on se dit « ce que je fais là Ça n'a va. pas une grande utilité. Exactement. C'est comme si je faisais rien. » Exactement. Et je trouve qu'il y a aussi, on est dans une ère de la surinformation dans toutes les thématiques. Et la surinformation en santé, elle a un petit biais, elle a un truc un peu chiant. C'est que on s'en rend pas compte, mais inconsciemment, on nous plante sans cesse la possibilité qu'il y ait un truc plus efficace, la possibilité qu'il y ait un miracle, la possibilité qu'il y ait un truc vraiment évident, vraiment machin, qui fait que on ne croit pas dans les choses simples. Et comme on n'y croit pas dans les choses simples, on leur laisse pas le temps de germer. Un bon exemple pour ça, c'est si jamais tu veux faire pousser une plante et que tu plantes une graine et que le lendemain tu dis je comprends pas, j'ai pas d'arbre. Qu'est-ce que tu fais? Tu resecoues la terre, tu changes d'engrais, tu me changes de graine, puis le lendemain tu dis putain ça marche toujours pas et ainsi de suite. C'est sûr. Il y a des choses qui prennent du temps. Ouais. Tout ne prend pas de temps, mais il y a des choses qui prennent du temps. Une fois de plus, c'est ça ce que j'appelle la connaissance. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Tu parlais de la communication et au travers, alors évidemment, les réseaux sociaux, on utilise ça et on travaille dessus, toi et moi. La difficulté, c'est qu'il y a énormément d'informations, de désinformations, et il y a aussi des transformations. Oui. Il y a des trucs incroyables qui sont presque parfois culpabilisants. Il y a des types qui vont se filmer pendant X semaines et qui vous disent, voilà, je sors ma méthode, voilà ma transformation, voilà le corps que j'ai aujourd'hui, qui est un corps d'athlète, évidemment, hyper bien dessiné. Ça t'inquiète? Il faut faire attention? Tu préviens? Tu dis méfiance? Alors, j'explique justement dans le livre qu'on est tous soumis à des biais, et notamment à des biais cognitifs, et notamment un biais qui s'appelle le biais du survivant. Ça veut dire quoi, un biais? C'est qu'en gros, notre cerveau, pour s'économiser la vie, il va imaginer des voies déjà toutes tracées, parce qu'il a autre chose à faire, il a autre chose à penser. Et donc, le biais du survivant, c'est quoi? C'est de voir, en effet, quand quelqu'un publie une photo où il y a un avant-après spectaculaire, c'est de se dire, OK, bah, si lui a réussi, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Ce à quoi je dis, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ce qu'on doit envisager, c'est pour lui qui a réussi, combien ont échoué? Ou, si lui a réussi, je dois pouvoir le faire. C'est ce que tu dis, c'est ce que je dis, c'est ce que les gens se disent? Probablement. Ce à quoi moi je dis, OK, prenons certains éléments de son parcours qui a fait que ça a fonctionné. Okay. Prenons certains éléments de ceux qui n'ont pas réussi et faisons une équation de ça. C'est un peu comme si tu voulais additionner des trucs et tu te dis, j'en sais rien moi, dans mon frigo, j'ai des tomates mais j'ai pas de mozzarella, je vais faire une salade de tomates mozzarella. Ben non, tu peux pas seulement additionner ce qu'il y a de positif sans prendre en compte ce que tu n'as pas. Et donc, là dans le biais du survivant, je l'explique, je sais pas si tu as 5 minutes pour que je t'explique l'origine du truc. Bien sûr. L'origine du truc, de ce biais du survivant, on est dans les années 40, pendant la guerre, et la flotte anglaise envoie ses avions en Allemagne. Malheureusement, arrive ce qui se passe, très peu d'avions rentrent au bercail, et les forces armées commencent à réparer les avions pour qu'ils repartent. Donc, les trous dans les ailes, les trous dans les hélices, les trous dans la carlingue. Et là, il y a un ingénieur anglais qui dit « Ah non, les gars, il faut pas réparer ce qui est blessé, il faut renforcer toutes les parties dans lesquelles il n'y a pas de trou. » Les gars, on a des avions, qu'est-ce que vous voulez qu'on renforce toutes les parties où il n'y a pas de trou? Mais justement, tous les avions qui ne sont pas revenus, c'est ceux qui ont pris des balles dans les endroits qui étaient importants. Dans le moteur,
dans le pilote, dans le gouvernail. Donc, si jamais vous voyez ces avions qui sont rentrés avec des trous dans les ailes, dans la carlingue, ça veut dire que ces trous ne sont pas C'est indispensables. ça qu'il faut travailler. Et c'est ça qu'il faut, du coup, entre guillemets, laisser tomber Renforcer, et ouais, renforcer tout ouais, ce qui était important. ouais, Excuse-moi. ouais. Et c'est ça, ce syndrome du survivant. C'est si on se focalise uniquement sur celui qui a réussi, ça va marcher, mais pour une minorité de personnes. Moi, j'ai un message de santé publique. C'est pas mon discours de dire, OK, un mec a réussi, faisons tous comme ce mec. C'est de dire, OK, 95% d'entre vous ont échoué. Regardons dans votre parcours ce qui fait que vous avez peut-être échoué, ce qui fait que vous n'y arrivez pas, et ensemble apportons des solutions pour ça. Avoir un spectre beaucoup plus large. Et devinez quoi? On a de la data sur ce qui fait, typiquement, les gens qui n'ont pas de motivation. OK, qu'est-ce qui ressort quand on leur pose la question? 3 trucs. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de me faire mal et je n'ai pas le temps. OK. Rien à voir avec la seule motivation d'avoir une transformation miracle. Parce que viens, on met on met les mains dans le cambouis. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur d'avoir mal? Parce que dans ma vie, j'ai déjà eu ceci. Parce que dans ma vie, on m'a dit que. Parce que j'ai de l'arthrose de stade 4 et que je ne peux plus. Parce que, à un moment donné, je pense que. Prenons chacune de ces pensées. Regardons de quoi elles sont faites. Regardons quelles sont les sensations dans votre corps quand on vous propose de bouger. Typiquement, OK, je ne veux perdre du poids, mais je ne peux pas faire de sport parce que j'ai déjà 60 kilos et on m'a dit que je ne devais pas faire de 60 kilos de trop et on m'a dit que je ne pouvais pas faire de sport quand je suis en surpoids. Parce que ça impacte les Parce que ça articulations. impacte les articulations. Super. Et bien ensemble, qui vous a dit ça? Ah, mais c'était un tel, parce que ceci, que cela. Très bien. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on remette en question une partie des informations que vous avez? Ouais, je veux bien. Très bien. Est-ce que vous saviez que le cartilage des personnes qui portent du poids est plus épais que ceux qui sont sédentaires? Est-ce que vous saviez que les disques intervertébraux sont plus épais chez ceux qui portent du poids que ceux qui sont sédentaires? Ah bon? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en fait, notre corps est bien fait. Notre corps, quand on le soumet à des contraintes progressives, il s'adapte. Et l'inverse est vrai. Notre corps, quand on le soumet à pas assez de contraintes, il se désadapte. Et l'autre chose est vraie aussi. Mon corps, si je le soumets à trop de contraintes, il se désadapte. Donc, ce qu'il vous faut, c'est pas tellement un oui, c'est bien de faire du sport ou non, c'est pas bien de faire du sport, c'est quel dosage est bon pour vous à ce moment-là. Et devinez quoi? Votre dosage à 50 ans avec 60 kilos de plus ne sera pas le même que votre dosage à 55 ans avec seulement 20 kilos de plus. On adapte. Comment est-ce qu'on fait pour adapter? On pose les bonnes questions. D'où vous venez? Quels sont vos antécédents? Quelle est la sensation que vous percevez? Et on en arrive à ce que je trouve fascinant, c'est que quand on écoute les gens et quand on leur laisse la place de s'exprimer, eh bien, on arrive à avoir une médecine plus individuelle, une kiné un peu plus individuelle. Et c'est là où ça devient génial. C'est que quand on écoute les gens, quand on leur demande quels sont vraiment vos objectifs, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous n'aimez pas, on se rend compte à ce moment-là que ça devient beaucoup plus facile d'être motivé, que ça devient beaucoup plus facile d'être discipliné. Et je vais aller plus loin, Marc, et je vais finir là-dessus. Si en plus de ça, au sein de ce parcours, on explique qu'on va pas avoir une belle courbe, linéaire de, OK, on met ça le lundi et le vendredi, vous allez être comme ça. Mais de dire, en fait, pas de chance, le mardi, votre gosse, il va tomber malade, pas de problème. Parce que ça veut dire que le mercredi, vous serez crevé et que le jeudi, vous aurez envie de plus bouffer. Et ben, on vous l'explique, en fait, ce qui se passe. Que face à la fatigue, votre cerveau, il va aller chercher de l'énergie. L'énergie, il va la chercher dans quoi? Dans la bouffe. Que par rapport à votre gosse qui était malade, ça a sécrété des hormones du stress. Que ces hormones du stress, elles peuvent être régulées par la bouffe. Et que du coup, boum, il y a ce côté de bouffe. On déroule le fil, de se dire, en fait, en réalité, si jamais vous avez un moment de stress à ce moment-là, bah, peut-être qu'il vaut mieux dormir 8 heures. Ou si jamais c'est pas possible de dormir 8 heures, peut-être que vous pouvez méditer. Et si c'est pas possible de méditer, peut-être que de faire une séance de sport qui va permettre de recréer des connexions dans votre cerveau va permettre de diminuer le stress. J'en parle évidemment dans le livre. Bien sûr. Et dans le livre, on le verra sûrement, Marc. Mais là, je le fais vite parce que je sais que tes auditeurs aiment comprendre. Le vrai enjeu que j'avais quand j'ai écrit ce livre, c'était de me dire, si je fais mon premier chapitre où je mélange directement tous les piliers d'un coup, ça va être passionnant, mais indigeste. On est d'accord. Du coup, je me suis dit, je vais les dissocier un par un. Et le premier pilier, c'est ça. Commençons par se poser. Commençons par accepter de déconstruire ce que les gens pensent être vrai,
parce qu'on leur a dit que c'était vrai pendant 60 ans, et ils commencent à reconstruire ensemble. Alors, voilà pourquoi des millions de personnes suivent Greg pour évidemment son enseignement, son approche. Quand tu viens de nous présenter ce que tu viens de nous dire, qui est non seulement extrêmement limpide, très cohérent et très pédagogue, il y a une question. La question est, qui peut m'accompagner pour faire ça? Ah, Parce que ce que tu viens de dire, c'est quand tu parles de l'écoute, de l'accompagnement, que tu connais un petit peu les antécédents, que tu sais exactement quel est le mode de vie, sédentaire, pas sédentaire, extrêmement actif, hyperactif, etc. Bon, tout ça, ce sont des éléments que tu prends en considération pour faire ton diagnostic. Qui peut t'accompagner là-dedans? j'ai 2 versions à cette histoire. J'ai la version théorique et j'ai la version réelle. La version théorique, c'est celle que j'ai apprise, c'est celle que je prône, c'est celle que j'essaye un maximum d'apporter. C'est une approche pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Prendre le temps d'avoir un médecin généraliste qui soit là pour vous orienter pour des problématiques de santé. Ça, c'est vraiment le chef de gare qui va vous orienter. Ensuite, en effet, d'avoir une approche avec un psy si jamais on sent qu'on a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un où on traîne un bagage émotionnel qui est trop lourd. D'avoir un kiné si jamais on traîne une blessure pour pouvoir se remettre en forme. Et d'avoir éventuellement un préparateur physique ou un coach pour nous accompagner un enseignement en APA pour nous accompagner là-dessus. Ça, c'est la théorie. Bien sûr, Magnifique. c'est beau. C'est beau. Évidemment, le staff. Le staff, comme si on était aux US C'est cela, et qu'on ouais. ait les LeBron James Mais bien avec sûr, tout le monde pour bien nous sûr, accompagner. bien sûr. Et La- le temps, et le temps. et le temps pour le faire, évidemment. Et évidemment. Ben oui. Et puis la géographie qui Bien fait sûr. que tout le monde est disponible. Mm, La réalité, c'est ça. c'est qu'on est en France. Ouais. Et qu'en France, malheureusement, si on a un système qui était magnifique, qu'on a fait dans les années 50 avec la sécurité sociale, aujourd'hui, on a un système qui tire la langue depuis 30 ans, où les médecins ne sont pas assez nombreux, ils sont surchargés, et au-delà de ça, et je ne leur jetterai jamais la pierre, leurs connaissances, si elles sont très très fortes, pour un patient à l'hôpital qui a eu un gros accident de la route, qui a fait un gros AVC, pour faire en sorte qu'il s'en sorte, forcément, connaître tout ça, c'est fait au détriment de l'écoute, de la douleur articulaire. Et je ne leur jette pas la pierre. J'ai une métaphore que j'aime beaucoup, c'est que si les médecins sauvent des vies, les kinés, mais dans le mot kiné, je vais inclure tous ceux que tu as invités, ceux qui arrivent en seconde ligne. Et c'est génial d'arriver en seconde ligne. Il y a un moment donné, je ne suis pas neurochirurgien. C'est-à-dire que là, si tu me fais un arrêt cardiaque, oui, je saurais faire une pompage cardiaque, mais derrière, je suis bien dans la merde. Toi aussi, d'ailleurs. C'est clair. Bref, ce que je veux dire, je suis très fier de cette seconde ligne. Donc, on va dire quand même, le médecin est en première ligne, c'est sa place. Mais toutes les connaissances qu'il a apprises pour être en première ligne, on peut pas les transférer forcément en seconde ligne. Le bien-être, la santé mentale, le plaisir, la motivation, la discipline, la douleur, La spiritualité. la spiritualité. C'est un livre spirituel. Exactement. On peut pas demander aux médecins de tout faire, un bout d'un, surtout qu'ils sont sous-staffés et mal payés depuis des années. Bon. Donc, dans la réalité, ok. La deuxième chose, c'est qui? Je souhaite à chacun de pouvoir trouver un kiné, un ostéo, un préparateur physique, un psy, en ayant juste un coup de fil à passer. C'est pas la réalité. Et bien, comme pour les médecins, on est en sous-effectif. Et là, on en arrive à un truc qui est dingue en 2024. C'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir une ou deux personnes pour vous accompagner dans votre santé, c'est d'essayer et d'appeler et le bouche à oreille en 2024. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui nous proposent les vidéos qu'on veut à l'instant T partout. On a des GPS qui nous montrent comment on doit se déplacer, machin et tout. Par contre, pour trouver la bonne personne pour nous accompagner, on est à la méthode à l'ancienne, du bouche à oreille, d'essayer et d'échouer, et de se planter, et d'être déçu, et d'avoir perdu du temps et d'avoir perdu de l'argent. Et que quand on trouve la bonne personne, comme dans la vraie vie, comme dans les amitiés, comme dans les amours, on se dit cool, j'ai de la chance d'être bien accompagné. C'est vrai. Et je crois qu'il y a une part de deuil là-dessus qui est très difficile. On peut profondément en vouloir au système de ne pas nous mettre les bonnes personnes pour nous accompagner. Et nous qui sommes les soignants, on le subit tout autant. Mais pour autant, je pense qu'on ne doit pas baisser les bras. Je pense que, et c'est ce que j'explique dans mon bouquin, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé le bon interlocuteur que vous ne pouvez pas commencer de votre propre initiative pour mettre en place des choses simples. Tu serais surpris de voir combien de mes patients sont basculés
dans des cercles vicieux que je décris très bien dans le livre, hein, un peu de l'œuf ou la poule. Ils ont eu une grosse douleur articulaire, une hernie discale, une névralgie cervico-brachiale, un lumbago qui les a terrassés. C'est une réalité, hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Quand on essaye de passer un coup de fil à un médecin, machin, ils n'ont pas eu le rendez-vous. Ils l'ont dans 6 mois. Ils ont le scanner dans 6 mois. Et en attendant, tu sais ce qu'ils font? Rien. Par peur. Par peur. Eh oui. Quand on ne fait rien, le corps et surtout le cerveau commencent à créer des messages de la douleur. Ils commencent à avoir de plus en plus peur. J'explique dans le bouquin le lien étroit. D'un point de vue chimique, hein, vous ne l'inventez pas. Hein, ça, c'est les neurosciences. D'un point de vue chimique, entre la peur et la douleur, le non-mouvement et la peur. Ça s'appelle la kinésiophobie. On en parlera sûrement plus tard. Dans ce parcours de soins, les gens qui ne font rien, le temps qu'on s'occupe d'eux, et on connaît la réalité sur le terrain. C'est pas parce que vous voyez une fois un pro de santé que ça va aller mieux. Il va vous envoyer vers un autre pro de santé, vers un autre spécialiste, où il va vous demander un examen. L'examen, vous allez y aller, vous allez passer votre image, vous allez sortir de là, vous allez retourner voir le spécialiste. Il va vous dire, elle est où l'image? Ah ben ils l'ont gardée à l'hôpital. Ben pourquoi ils l'ont gardée à l'hôpital? Ah parce qu'ils font tout. 2024, bordel de merde. On est à la ramasse. Et c'est mon cri du cœur. Je suis soignant. Et tu sais, je vais aller plus loin. Major Mouvement, très honnêtement, hein, ne devrait pas exister. Je te parle pas de l'initiative personnelle de Grégoire, Je vois très bien ce que tu veux mais dire. c'est pas à moi de le faire, ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est je vrai. le fais parce que c'est devenu une nécessité. Et tu vois comme je suis passionné par le sujet, parce que je continue de bosser, je continue d'exercer. T'as toujours ton cabinet à Toulouse, je rappelle. Voilà, merci pour me Voilà, rajouter ça, encore voilà, des un informations. petit peu plus. Mais effectivement, c'est un constat. C'est un c'est constat dramatique. alarmant, alarmiste. Mais encore une fois, tu dis, allez, ne lâchons pas l'affaire, il faut y aller. C'est notre santé qui en dépend. C'est ça, c'est-à-dire, et tout ça pour te dire quoi? Que tu garderas ou pas ce passage-là. J'ai conscience de ça. Les gens en ont conscience. Mais c'est pas parce qu'on a cette problématique-là que ça nous empêche de mettre en place des solutions dès maintenant. Parce que demain, la réalité, et ça, elle est dramatique, c'est que c'est vous qui souffrez. C'est pas le dirigeant politique à qui on a tiré les oreilles depuis 30 piges pour lui dire « Mais vous voyez dans quelle merde vous allez nous mettre? On y est dans la merde. » Et lui, il s'en tape. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je rejoins évidemment. Alors, on va évidemment revenir sur ce livre parce que c'est formidable. Les 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible. Alors, l'inverse de la jeunesse, c'est la vieillesse. Et tu dis, accepter de vieillir, ça n'a rien à voir avec se laisser vieillir. Là aussi, la nuance est subtile. Ouais. Je crois que pour moi, la vieillesse, c'est de se réveiller un matin et de ne pas avoir envie de sortir de son lit. Une fois, ça va. 2 fois, ça va. Mais si c'est comme ça pendant 3 mois d'affilée, je pense qu'il est temps de se poser des questions. On a tous eu ces jours-là. Maintenant, en fait, notre corps parfois peut être fatigué et notre tête peut trouver des moyens de remettre les choses en place. Quand tu finis fatigué dans ta tête et fatigué dans ton corps, pour moi, c'est ça être vieux. Et pourquoi tu dis que tu penses avoir pris un coup de vieux, toi? Alors, avant de répondre à cette question, pour finir, je te dirais, je connais des gens de 90 ans qui sont jeunes. Bien sûr. Et à l'inverse. Et je connais des gens de 40 ans qui sont vieux. Bien sûr. Et qu'il n'y a rien qui soit irréversible. Il n'y a rien qui soit irréversible. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Absolument. Et donc, c'est là où j'en suis arrivé à mon truc. Oui, en effet, j'ai eu la sensation de prendre un coup de vieux à 36 ans. 36 piges. Et t'as raison de rire. Et je comprends que ce soit drôle parce qu'en fait, quand on est plus âgé, on regarde, mais mec, 36 ans, tu t'es senti vieux, mais tu vas voir que c'est Fred Lopez qui m'a appris ça récemment. Ce qui est personnel est universel. Qu'est-ce qui a fait que je me suis senti vieux à 36 ans? Ok, c'est que je me suis regardé dans le miroir et pour la première fois, je me suis pas reconnu. J'avais l'impression d'avoir pris 10 piges dans les dents. C'est là où je te dis, ok, à ce moment-là, j'avais pas envie de sortir de mon lit. Et donc, je me suis posé cette question. Pourquoi? Et tu regardes un peu dans le rétroviseur de ta vie et tu dis, ah ouais, en fait, il y a ça que je me trimballe depuis un moment, il y a ça que je me trimballe depuis un moment, il y a ça qui m'épuise, il y a ça qui m'épuise, il y a ça qui me convient pas. Comment je me sens si jamais
j'envisage une vie où ça, je l'enlève, où ça, je l'enlève, où ça, je le remplace, où ça, je le vois autrement. Ah, intérieurement, tu commences à sourire. Intérieurement, tu commences à te dire: «OK, cette vie-là, elle me donne envie de sortir de mon lit. Pas celle Mmh. que j'ai actuellement. Mmh. Bien, comment est-ce que je fais pour pouvoir y arriver? Je vais avoir une conversation que j'ai pas envie d'avoir. Et je sais que j'ai pas envie de l'avoir, ça fait déjà 2 ans que je me la trimballe et que je j'ai pas les couilles de l'avoir. Je vais devoir prendre des risques, là où je joue la sécurité sur certains plans de ma vie. Au contraire, là, je suis en train de dépenser beaucoup d'énergie dans un truc où je sens que ça ne mène nulle part, il est temps que je lâche ça. Ce qui est personnel est universel. Ce que j'évoque, je suis sûr que ça te parle et je suis sûr que Évidemment, ça parle un jour. évidemment. Ou ça parlera, ou ça a déjà parlé à quelqu'un. Et tu vois, sur ce que j'évoque, on pourrait se dire, OK, c'est un peu de la philosophie du dev perso, ce que je veux bien Mmh. sûr. Mais si on regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est, OK, concrètement, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Quel est le lien à ce moment-là entre ma fatigue et mon incapacité de sortir de mon lit et la neurochimie de mon cerveau? Quel est le lien entre cette neurochimie de mon cerveau avec ce que j'ai fait la veille, avec ce que je pourrais faire et avec ce que j'ai bouffé? Ah putain, quand on se penche là-dessus, on voit qu'il y a des liens et des liens qu'on suspecterait pas. Mmh. Ça, on l'évoque. Lisez ça, c'est aux éditions évidemment Marabout, avec les 8 piliers. On va en prendre quelques-uns pour le détailler. Évidemment, il y a une petite particularité comparativement aux 2 autres, aux précédents ouvrages. Il y a papa qui rentre dans la ligne de hein? Dans l'ouvrage. Mmh. C'est un livre à 4 mains? Ah, c'est, je vais pas spoiler, Ouais. je vais pas spoiler. Donc pour te répondre, c'est un livre à 2 mains, 1 tête. J'ai fait rentrer mon père, dans l'équation, je dirais pour 3 raisons. La première, c'est que mon livre, il sort un peu du spectre de kiné pur et dur et il a une vocation d'être entré dans le concret. D'avoir un dialogue avec mon père, il me permettait justement Mmh. d'avoir ce rapport concret au vieillissement, aux articulations et mon père, justement, à chaque ouverture de pilier, arrive avec une problématique. De la perte de poids, de la douleur articulaire, du manque de motivation, de la question de pourquoi est-ce que c'est important, d'avoir du muscle, plus que de vouloir à tout prix perdre du gras. Et donc d'avoir un dialogue comme ça permet d'avoir un dialogue comme toi et moi on a et du coup de rentrer ça dans le réel. L'autre part, c'est que ça me permettait de montrer que rester jeune, c'est pas qu'une question d'âge. Si à la limite, pour quelqu'un de 36 ans, on peut commencer à se poser la question: «Qu'est-ce que je peux mettre en place pour rester jeune le plus longtemps possible?» Pour quelqu'un de la génération de mon père, donc il a 30 ans de plus que moi, 67, rester jeune, ça devient une nécessité. C'est plus du préventif, c'est du curatif. Et enfin, pour des raisons personnelles, hem, je suis arrivé à un stade de ma vie où les lecteurs le comprendront, cette relation, elle a laissé une empreinte, pardon, très, très forte sur qui je suis. Mmh. Hem, à la fois sur qui je suis, sur le pourquoi je fais tout ça et moi qui suis père maintenant, sur ce que j'ai envie de laisser non seulement à mes enfants, mais dans quel monde j'ai envie de laisser à mes enfants. Mmh. Pour refermer évidemment le chapitre sur ton papa, juste quel regard il a sur ce que tu fais, sur ton approche? Alors évidemment, il y en a plein qui disent: «Waouh, avoir un fils, un oncle, un frère comme Grégoire, ça doit être magnifique», parce que dès qu'il y a un petit bobo, un machin, hop, 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 on tire le signal d'alarme. Quel regard il a sur ton travail, sur ton exposition médiatique, sur tout ce que tu fais? Je crois que l'exposition médiatique lui échappe. C'est pas quelque chose qu'il est capable d'envisager. Mmh. Je crois que c'est de la Fierté? oui, c'est de la fierté, mélangée aussi à une forme d'incompréhension, ouais. D'incompréhension. Mmh. Waouh. Tu n'enchaînes pas, je respecte, donc je te laisse sur ces 3 petits points de suspension. 8 piliers
pour rester jeune le plus longtemps possible. De deux choses l'une. Soit c'est un titre accrocheur, parce que sur le plan marketing, évidemment, il a de l'impact et on se dit, waouh, il y a 8 solutions qui peuvent me permettre, effectivement, ou alors c'est véritablement 8 piliers. Il faut mettre en place les 8 pour rester jeune. Je te dirais un peu des deux. Il y a deux choses, c'est que je pense que si j'avais appelé mon livre sur 8 suggestions sympathiques que potentiellement vous pourriez mettre en place dans votre vie, qui va faire que vous allez vous sentir mieux, ça tient pas bien sur la couve pour arriver au même schmilblick. C'est ça. La promesse, elle est forte. Néanmoins, elle joue sur un tableau que j'aime bien. C'est que les gens pensent que c'est pas possible, alors que quand on finit le bouquin, on sait que c'est vrai. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est presque à l'inverse de ce qu'on peut faire sur YouTube. Sur YouTube, on a parfois besoin, tu le sais, hein, juste pour être vu, besoin d'un gros titre accrocheur et d'avoir cette vidéo, on se dit, ouais, ok, je comprends qu'il a fait le coup du gros titre. Là, je défie quiconque de lire le livre et de se dire, ah putain, il a raison. Enfin, c'est pas que je défie quiconque, mais je pense que les gens vont se dire ça. En fait, si on fait le cumul de toutes les informations qu'il nous donne, il nous fait une démonstration par A plus B que, en effet, peut-être que votre âge sur votre carte vitale ne va pas changer. Par contre, votre âge dans vos articulations, votre âge dans votre tête et votre âge quand vous allez vous réveiller le matin ne sera plus le même. C'est là aussi où je module sur les derniers chapitres. Ce n'est pas une injonction à la jeunesse. Absolument pas. C'est une piste de réflexion sur l'acceptation des cycles de vie. Une fois de plus, et là c'est le premier chapitre, c'est de dire la vie c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas bien tout au long de la vie. On pourrait se dire mais qui c'est ce gamin de 36 ans qui m'explique ça? C'est un gamin de 36 ans qui depuis 14 ans a vu plus de 80 000 personnes, a soigné plus de 80 000 personnes et est rentré dans l'intimité de plus de 80 000 personnes. Des premiers jours de vie au dernier souffle. Ça commence à faire un paquet de vies que j'ai pu entendre, que j'ai pu écouter. Tu pourrais d'ailleurs faire un livre de témoignages. Je pourrais faire un livre de témoignages. Tu dois avoir des histoires extraordinaires. Ouais. Mais qui ont fait aussi, tu vois, comme le parcours de mon père, le mec que je suis aujourd'hui est dans cette volonté de transmission. Sur ce côté, si vous aviez vu ce que j'ai vu, si vous aviez entendu ce que j'ai entendu, vous ne verriez plus la vie de la même manière. Sur la deuxième partie, est-ce qu'il faut absolument mettre ces 8 piliers? Non. C'est plutôt, je vous donne les 8 piliers et j'aime bien, comme chacun de mes bouquins, envisager mes livres un peu comme des magasins de vêtements ou comme des restaurants. Il y a des trucs à la carte, il y a des suggestions, il y a des must-haves qui en vitrine, le choix du chef. Mais si c'est pas votre kiff, pas de problème. Je vous ai proposé 36 autres solutions. Libre à vous de les essayer, de les tester sur vous, de voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ça veut pas dire que le resto, il est pas bon. Ça veut dire qu'il prend le temps de vous dire qu'est-ce que vous aimez. En même temps, quand tu regardes ces 8 piliers, tu te dis que je vois pas très bien ce qu'on pourrait rejeter. Tout me semble évidemment d'une cohérence absolue. Si on prend le deuxième, par exemple, sur le mouvement, le fait de bouger. Tu le dis, tu as des chiffres, 95% des gens ne bougent pas assez. Et un tiers de la population ne bouge pas par peur de se faire mal. C'est ce qu'on disait effectivement tout à l'heure. Donc, ça aussi, la première des choses sans doute à dire, c'est bouger. C'est assez ça. Souvent, parfois, on me résume uniquement à ça. Alors, ok, c'est bon, il nous a dit de bouger. Ce à quoi, c'est ce que j'explique dans le livre. J'imagine. Là, ouais, ça va, c'est bon. Oui, non, mais c'est vrai. C'est bon, encore un mec qui va nous dire de bouger. C'est ça. Vas-y. Va faire tes 1000 pas ou tes 10 000 pas, tes 10 000 pas par jour. Là, prends-toi une petite montre qui va bien. Et le soir, tu regardes sur ton application si tu as bien fait les 10 000 pas parce que tu n'es pas dans les clous. Moi, c'est à quoi j'aime bien prendre le truc un peu à l'inverse. J'aime bien prendre les trucs à l'inverse. C'est dire, ok, il existe aujourd'hui des médicaments pour le cœur. D'accord? Il existe des médicaments contre la dépression. Okay. Il existe des médicaments pour mieux dormir. Il existe des médicaments pour avoir une meilleure libido. Il existe des médicaments pour diminuer la survenue d'un Parkinson ou les symptômes de Parkinson. Juste sur ces 5 grandes causes qui touchent une grande partie de la population, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 pilules, avec tout un tas d'effets secondaires à chaque fois. Modulo, on a la chance d'être en France, peut-être certains ont un prix à payer. Un truc, le mouvement.
Quand tu bouges, tu dors mieux le soir. Quand tu bouges, tu diminues ton risque de pathologie cardiovasculaire. Quand tu bouges, tu as une meilleure libido. Quand tu bouges, ça a une action antidépression. Le mouvement, l'activité physique, c'est non seulement dans la prévention de la dépression, mais c'est dans le traitement, dans les recommandations des traitements des dépressions légères à modérées. Le dernier que j'avais évoqué, c'était quoi? Pour mieux dormir le soir? Ok, tout ça, juste le mouvement le fait. Ces 5 grands médicaments, ça le fait. Et en plus de ça, oh dommage, en effet secondaire, tu auras un peu plus de pectoraux et des biceps plus saillants. C'est QFD. C'est QFD, c'est ça qui est génial. C'est que le mouvement est ce qu'on appelle non spécifique. Ça agit sur toute la régulation de notre corps. Pour des raisons, j'en ai cité que 5, il y en a une infinité et probablement une autre infinité que je ne connais même pas. Oui, il y a des effets secondaires. Parfois, vous pouvez vous faire une petite tendinite. Parfois, vous allez puer un peu la transpi. Parfois, vous allez en effet vous perdre en allant marcher, courir ou que sais-je. Comme dans chaque chose, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des compromis. Donc ça, on n'est pas obligé de se faire des marathons. On peut faire, tu préconises ça, des petites parties par petites parties. Ça veut dire quoi concrètement? Dans l'idéal, commençons par quoi? Commençons par ce que vous aimez. Pour faire simple, aujourd'hui, ce qui vous permet d'avoir des résultats dans le mouvement, c'est la régularité. Avant même de penser au dosage, c'est la régularité. Pour faire très simple, si je compare à autre chose, qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette? Commencez par manger un peu tous les jours. Parce que si vous mettez la meilleure des bouffes, mais qu'au bout de 3 jours, vous arrêtez de bouffer, dans 10 jours, vous êtes cané. Vous avez besoin de régularité dans le mouvement. La régularité, elle vient du plaisir. En fait, aujourd'hui, il n'y a personne qui s'emmerde et qui s'emmerde et qui s'emmerde et qui s'emmerde uniquement parce qu'il doit le faire. Si vous ne trouvez pas de plaisir, vous aurez du mal à être régulier. Donc, faites le truc qui vous fait plaisir. Le plaisir dans la régularité. Le plaisir dans la régularité, oui. Mais je dirais même la régularité grâce au plaisir. Grâce au plaisir. Les deux sont liés. Okay. Donc, prenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce qui me fait plaisir? Et vous avez le droit d'avoir plusieurs réponses à ça. Ce qui me fait plaisir, c'est en effet de marcher. Ce qui me fait plaisir, c'est de m'entraîner pour un marathon. Ce qui me fait plaisir, c'est d'accompagner mon fils au rugby. Et quand il est au rugby, je fais des tours ou je fais un peu de la muscu, je fais des pompes et des abdos. Une fois de plus, d'abord, le mouvement est non spécifique. Faut juste que je bouge. Parce que quand je vais bouger, ça va accélérer mon cœur, ça va permettre de sécréter des hormones du bien-être, antidépresseurs, ça va me permettre de faire véhiculer du sang dans toutes mes articulations et donc de diminuer les douleurs articulaires et d'avoir une neuroplasticité plus efficace. En gros, des nouvelles connexions dans mon cerveau. Donc, bouger régulièrement. Maintenant qu'on a la régularité grâce au plaisir, la deuxième question, c'est celle du dosage. À quel dosage est-ce qu'on me permet d'avoir ça? Est-ce qu'il faut le faire 12 minutes, 20 minutes, 25 minutes? Eh bien, pareil, on va comparer ça un peu, je sors d'une autre métaphore, comme à la banque. C'est mieux d'avoir sur son compte en banque 10 € que 5 €. Mais c'est mieux d'avoir 5 € que 1 €. Et bien, dans le sport et dans le mouvement, tout ne se vaut pas. Donc, on va considérer, par exemple, que la marche de 20 minutes, c'est 10 € sur le compte en banque. Ok, je le prends. Faire 10 squats quand je me brosse les dents, c'est aussi 10 € sur le compte en banque. Donc, si je fais que ça, je finis à la fin de la semaine et j'ai 7 fois 20, donc 140 balles sur mon compte en banque, c'est plutôt cool. Si j'arrive à faire, non plus seulement du petit mouvement dans la vie de tous les jours, mais on passe au niveau supérieur, j'investis un peu plus, et on va faire de l'activité à moyenne intensité. C'est-à-dire que là, je mets mes petites baskets, et puis je vais aller faire de la marche rapide. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir un effort plutôt soutenu, tout en parlant. Je transpire un peu, je suis un petit peu, je sens que mon cœur travaille. Ok, là, c'est plus 10 € qu'on a mis sur le compte en banque, c'est 30 balles qu'on a mis sur le compte en banque. Ça, c'est dans les recommandations, de le faire 3 fois par semaine. Ok. Et après, il y a le gros coup. Ça, c'est mon préféré. Mais tout le monde n'en est pas capable. C'est de mettre les 2000 balles directement sur le compte en banque. Et 2000 balles sur le compte en banque, ça va faire flipper les gens, mais c'est la réalité. C'est une fois par semaine, une séance à haute intensité. Et on peut faire même encore mieux. On peut mettre 5000 balles sur le compte en banque. Et ça, c'est plus seulement une séance à haute intensité, c'est une séance à haute intensité où on a au sein de cette séance porté, tiré ou soulevé du poids lourd. C'est pas moi qui l'invente, c'est les recommandations. Pourquoi à haute intensité? Si on le comprend pour protéger le cœur, il nous faut vraiment des battements forts. Modulo, si on a plus de 50 ans, demandez à votre médecin avant. Ils sont toujours là en première ligne.
pour être sûr qu'il n'y a pas de pathologie cardiaque sous-jacente. Je reviens à ça. On veut que le cœur batte fort, on veut que le cœur batte vite. Pourquoi? Parce que quand il va faire ça, il va envoyer du gros débit dans les artères et ça va tout nettoyer. Tu sais, les pubs qu'on voit à la télé là, pour les problèmes de canalisation avec tous les trucs qui puent. Le sport fait ça dans nos artères. Ça désencrasse. OK. Pourquoi mettre lourd? Parce que quand on va mettre lourd, l'unité principale qui va nous permettre de nous connecter, c'est notre cerveau. Tu sais, quand on dit on n'utilise que 10% de notre capacité cérébrale, c'est pas complètement faux dans le sens où quand on porte du poids, si je prends un poids de 200 grammes, si je prends un poids de 2 kilos, je n'utilise que 10% de mon cerveau. Si je veux utiliser 100% de mes capacités cérébrales, de capacité à porter lourd, je suis obligé de porter très lourd. Très lourd, ça veut dire quoi? Vous faites un mouvement de squat qui est décrit dans le bouquin et vous n'êtes pas capable de faire plus de 8 à 12 répétitions. C'est-à-dire qu'au bout de la 12e, vous êtes fumé, vous n'arrivez pas à le refaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous ai pas dit dès demain d'aller prendre 50 kilos et de le soulever comme une brutasse. On est d'accord. On commence par 8, on regarde comment ça passe. La semaine d'après, on passe à 9. La semaine d'après, on passe à 10 et ainsi de suite. Là, tu me montres la première routine la plus simple parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Est-ce que tu peux nous proposer des routines pour les gens qui sont très sédentaires et ou en situation d'obésité, quelque chose qu'on pourrait faire? Commençons par quelque chose de très simple, la routine sur chaise. Et dans le livre, concrètement, il y a 12 routines, du plus simple au plus difficile. Comme sur le compte en banque. En fonction de mon histoire, de ma vie, ça, pour certains, c'est déjà difficile. Oui. Bah, commençons par ça. Je te confirme. Ensuite, il y a aussi, c'est le 4e pilier d'ailleurs, on dit que parfois, c'était tombé d'ailleurs dans le côté un peu péjoratif en disant « arrête de t'écouter, il s'écoute trop ». Voilà. Mais le pilier numéro 4, c'est la douleur. Ouais. Comprendre la douleur. C'est donc s'écouter, écouter son corps et ce que dit la douleur. Alors, tu parles de 3 types de douleurs. Je crois que ce chapitre, c'est mon préféré, qu'il n'y a pas du tout dans les 2 premiers livres. Je l'avais un peu évoqué dans le vert sur ce qu'on appelle la douleur chronique. On en avait déjà parlé tous les deux. Mes connaissances sur les neurosciences ont évolué entre-temps. Et quand j'ai une nouvelle connaissance, il me faut un peu de temps pour pouvoir être capable de la vulgariser en prenant en compte toutes ces nuances. La douleur, et comprendre ça, va vraiment changer la vie des gens. C'est pas que le corps qui souffre. Je pense que les gens qui regardent ta chaîne savent déjà ça. L'explication que je propose, elle vient des neurosciences, c'est de dire en fait, la douleur, on sait aujourd'hui qu'elle passe par, tiens, je peux prendre ça, on le voit la caméra? Je t'en prie, ouais, vas-y. Elle passe par 3 étapes. Ça, on le voit? Ouais, ta caméra est là, juste en face. Elle passe par 3 étapes. La première étape, c'est mon corps qui perçoit. On va comparer ça, par exemple, avec un sens. On va imaginer que la douleur, c'est comme un 6e sens. J'ai mon nez qui sent. J'ai des capteurs dans mon nez qui sont capables de percevoir dans l'air les différentes odeurs. C'est des capteurs. Ensuite, j'ai mon nerf olfactif, qui est la 2e étape, qui va transmettre l'information jusqu'à, j'en ai mis 4, mon unité principale qui est mon cerveau. Mon cerveau perçoit l'information olfactive, la compose et me raconte l'histoire qui va avec. En gros, là, je suis dans le plateau. Qu'est-ce que je sens là? Principalement l'odeur du canapé. Ça sent un peu le daim, c'est quelque chose un peu caramélisé, fumé. Ok, c'est cohérent, je suis assis sur un canapé. Si j'avais la même odeur, je dis n'importe quoi, dans une piscine, là où je m'attends à sentir le chlore, c'est plus surprenant. Mon corps capte, mes nerfs transmettent, mon cerveau interprète. Aujourd'hui, les gens, quand on parle de la douleur, les gens, et j'inclus les professionnels de la santé, focalisent toute leur attention sur ça. Le corps qui capte. Vous avez mal au genou, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer une radio, une IRM du genou. Ok. Vous avez un problème de ménisque, un problème d'arthrose. On va dire, vous avez mal à cause du ménisque, à cause de l'arthrose. Bon, c'est foutu, on opérera dans 15 ans, et ainsi de suite. Ou alors, vous avez rien. Ah, je sais pas pourquoi vous avez mal. C'est à quoi je dis, en fait, vous avez pris qu'un tiers de l'histoire. Est-ce que vous avez regardé les nerfs? Ça, c'est ce que j'explique dans le livre vert. Dans le membre inférieur, est-ce que vous avez regardé le nerf sciatique, le nerf crural? Dans le membre supérieur, est-ce que vous avez regardé les nerfs du bras? Combien de personnes traitent des douleurs d'épaule, de coude, de poignet à cause d'un problème des cervicales et c'est le nerf qui descend? Si vous regardez pas ça, ça sert à rien de regarder ça.
et in fine, le cerveau. On a cette tendance à laquelle je veux bien entendre, de dire c'est l'émotion, c'est ainsi de suite. Mais le cerveau, c'est pas que l'émotion. Le cerveau, c'est la synthèse de tout ça. Tu fais du bruit. Ça ne rentre plus. Le cerveau, c'est la synthèse de tout ça. Eh oui. Donc, le cerveau, il va composer une information à partir de tout ce qu'il a reçu. Ce qui veut dire quoi? Que face à une douleur, il ne va pas la traduire de la même manière en fonction de plein de facteurs que j'évoque dans le bouquin. Et je l'évoque pour simplifier, un peu comme des filtres. Si vous avez un premier filtre de stress, il va pas l'interpréter de la même manière. Si vous avez un filtre de rejet à la maison ou au boulot, il va pas l'interpréter de la même manière. Si vous avez un filtre de conditions difficiles quand la douleur apparaît, j'ai mal au dos à chaque fois que je veux porter mon gosse, il va pas l'interpréter de la même manière. Tous individuellement, et ça revient à mon premier point en fait, individuellement, on est soumis à des filtres. Certains sont des filtres positifs, d'autres sont des filtres négatifs. Les filtres positifs viennent d'où? De ma connaissance. Si je sais que mon corps est capable de cicatriser, à ce moment-là, quand je perçois un message douloureux, il va se dire « Ok, c'est normal que tu aies un peu mal pendant X temps, c'est normal que tu aies un peu plus de douleur parce qu'en ce moment, dans ta vie, il y a plus de stress. Diminue ton stress, retrouve les mouvements qui te font du bien et tu vas voir que la douleur va diminuer. » Je comprends mes filtres positifs. À l'inverse, ok, en fait, ma douleur est liée à des survenues de la douleur complexes pour moi, difficiles à gérer. Des violences, du rejet, de l'incompréhension, des discours qui ne vont pas bien. Je dois composer avec ça. Et chaque fois que je vais percevoir ma douleur, c'est pas seulement ça que je vais ressentir. C'est lui qui va interpréter. Et donc, oui, les émotions en font partie, mais c'est pas que ça. Les deux sont extrêmement liés. Donc, d'être capable de comprendre de quoi ma douleur est faite me permet de jouer sur chaque pilier. Ça, c'était plutôt, en l'occurrence, le livre vert. Ok, en fait, dans le livre vert, je donnais 55 grandes pathologies allant de la fascite plantaire, sciatique, tendinite et ainsi de suite pour traiter le corps. Je donne aussi des astuces pour traiter les douleurs de nerfs. Mais ça, je ne pouvais pas l'aborder parce qu'en fait, quelque part, c'est ce qu'on appelle le modèle bio du corps, psycho de la tête, social du monde qui m'entoure. Je ne pouvais pas tout traiter d'un coup. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce troisième livre. Voilà pourquoi ça fonctionne, parce que la pédagogie est là et qu'on explique avec des choses très simples et très claires. Tu as évoqué justement dans cette explication de la douleur, le stress. Ouais. C'est un chapitre que tu abordes aussi, c'est le pilier numéro 7. Ouais. Tu parles du stress. Le stress n'est pas totalement néfaste pour la santé. Ça, c'est aussi important parce que, alors, qu'est-ce qu'on entend là-dessus? Ouais. Le stress est sans doute la base de tout. De tous les maux, et c'est peut-être le mal en ce moment qui est le plus courant, et je suis stressé, la vie me stresse, et le boulot me stresse, etc., etc. Donc tu parles des réactions face au stress et les deux types de stress, le bon et donc le mauvais. Qu'est-ce qu'un bon stress? Je vais faire très simple et après on va rentrer dans les détails. Un bon stress, c'est celui qui nous permet de nous transcender. Un mauvais stress, c'est celui qui nous inhibe, qui nous terrorise et qui nous empêche de dormir. Entrons dans les détails. Pour le stress, on en parle énormément et partout. C'est vrai. Parce que si on prend toutes les grandes pathologies que j'ai évoquées tout à l'heure, en effet, on se rend compte que les symptômes sont augmentés par le stress, mais c'est un peu la question de la foule à poule. Quand j'ai des problématiques cardiaques, c'est augmenté par le stress, mais le fait de savoir que j'ai des problématiques cardiaques va me générer du stress. Le fait d'avoir une libido pas dingue, ça peut me générer du stress et le stress va impacter ma libido. Donc à chaque fois, il y a une question de cercle vicieux avec le stress. Et donc la question que j'ai cherché à comprendre, et je suis rentré sur le prisme du stress à cause de lui, à cause du cerveau, parce que je me suis rendu compte, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, mais dans toute la littérature sur la lombalgie, en particulier la lombalgie chronique, qu'est-ce qui fait que les gens ont mal au dos pendant longtemps, c'est qu'ils ont souvent eu une grosse douleur là, que lui a plus ou moins déconné, et que lui, il a mal traduit le truc. Ok, penchons-nous sur lui. Qu'est-ce que la différence entre le bon stress et le mauvais stress? On a pris deux populations et on les a soumis à des épreuves dites stressantes. Tu prends 100 personnes, tu les divises en 50 et les 100 à la fin, on va leur faire des questions en public devant un panel d'experts. Stressant. Le premier groupe, tu vas leur dire, écoutez les gars,
Avant de passer sur scène, vous allez ressentir différentes choses. Les jambes qui flagellent, un peu de transpiration, vous allez sentir votre cœur s'accélérer et peut-être un peu une sensation de trouble que vous allez voir. Bah, tout ça, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes en train de sécréter de l'adrénaline, qui est une hormone du stress, qui va augmenter votre rythme cardiaque, pour augmenter le débit de sang dans votre cerveau, pour vous permettre de penser plus vite. Ce que vous sentez dans les jambes qui flagellent, c'est que vous allez sentir une augmentation du rythme cardiaque dans vos jambes pour être plus fort, plus réactif. Ce que vous ressentez dans votre transpiration, c'est que votre cerveau a anticipé que vous allez être soumis à une épreuve stressante et il s'empresse déjà de vous thermoréguler pour que vous restiez à la bonne température. En gros, si vous stressez, c'est que votre corps est prêt. C'est une adaptation positive. Le deuxième groupe, on leur dit rien. Ensuite, on regarde comment ils font à l'épreuve, comment ils s'en sortent, et on se rend compte que le groupe à qui on a éduqué au stress a des meilleures réponses. Et quand on leur demande comment ils se sont sentis, ils disent pas qu'ils ont été stressés, ils disent qu'ils ont été excités. À l'inverse, les autres ont non seulement des moins bonnes réponses, mais en plus de ça, ils se sont sentis moins bien. Quelle a été la différence? De comprendre que les sensations liées au stress, en fait, c'est juste un message que notre corps nous envoie pour nous permettre de nous transcender. Le stress n'est pas forcément positif ou négatif. Il arrive à des bons moments ou à des mauvais moments. Avant de prendre la parole en public, ça peut vous permettre de vous transcender. Avant de faire une épreuve sportive, ça peut vous permettre de vous transcender. Quand vous êtes dans votre bagnole, bloqué dans les bouchons pour aller chercher votre gamin à la crèche, ça n'a pas de sens qu'il soit là. Donc, la question est de se dire, en fait, c'est pas seulement le stress qui est une réaction comme une autre, mais c'est dans quelles conditions il survient. Maintenant qu'on comprend ça, on se rend compte que les populations qui arrivent bien à gérer le stress et qui ont plus de stress choisi, ils ont un cœur qui est en meilleure santé, ils ont des calibres artériels en meilleure santé, et ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur stress. Eux ont la possibilité de choisir leur stress, et ils ont une espérance et une qualité de vie plus élevée. À l'inverse, les gens qui sont plus exposés à du stress subi, qui vont être en proie à l'anxiété chronique, ils vont avoir un cœur en moins bonne santé, des calibres de sang en moins bonne santé, des calibres artériels et veineux en moins bonne santé, et une espérance de vie moins bonne. Et en fait, une fois de plus, on n'a regardé qu'une partie du prisme, et on n'a regardé que les gens qui subissent le mauvais stress. Ok, donc le mauvais stress, c'est ça. La question est de se dire comment est-ce que maintenant, dans ma vie, concrètement, je peux transformer mon mauvais stress en bon stress. Et bien là, il y a plusieurs réponses. La première, je dirais, c'est de comprendre que le stress est le fruit de différents effets biochimiques et qu'on peut avoir des choses dans notre vie qui nous permettent d'avoir une meilleure malléabilité, une meilleure transposition de notre stress. Le premier qu'on pourrait imaginer, c'est l'activité physique. On en revient au mouvement, mais quand je vais bouger très très fort, très très lourd, je vais sécréter des hormones qui vont me permettre de réguler mon exposition au mauvais stress. Parce que je l'explique dans le bouquin, le mauvais stress, c'est à la fois des expériences de vie difficiles, mais c'est surtout une dérégulation chimique, biochimique, notamment d'une hormone ou d'un neurotransmetteur, qui s'appelle le cortisol. C'est l'excès de cortisol. Le cortisol en lui-même n'est pas mauvais, c'est l'excès et l'absence d'autorégulation du cortisol qui peut poser problème. Donc, l'activité physique me permet de réguler ce cortisol-là. Ce qui va faire que déjà en faisant ça, quand vous allez être face à une situation stressante, le fait que vous ayez du sport dans votre vie, vous n'aurez pas la même réaction. Le stress. L'activité physique. La deuxième, le sommeil. Une bonne régulation de sommeil nous permet une bonne régulation neurochimique et va faire, et c'est très très simple, j'aime bien te comparer ça avec un enfant de 2 ans. C'est l'exemple que tu prends dans le livre. Regardez un enfant de 2 ans qui n'a pas dormi, comment est-ce qu'il va être? Il va pas vouloir manger, il va pas vouloir dormir, il va gueuler même quand vous allez lui proposer un jeu. Et là, vous allez lui proposer un câlin. Non, je veux pas aller à la sieste, je veux pas aller à la sieste. Ou vous le mettez dans son lit, il veut pas aller à la sieste, il veut pas aller à la sieste. Et 3 minutes plus tard, vous entendez plus personne et il fait une sieste d'1 heure et demie. Mais ça, pour les adultes, combien de fois vous êtes là en mode putain, je sais pas ce que j'ai. Ah non, mais il y a quelque chose qui m'énerve et vous n'arrivez pas à le manifester. Allez dormir. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Certaines personnes n'y arrivent pas. Et je donne dans le livre aussi des astuces pour trouver le sommeil. De la même manière que certaines personnes veulent faire du sport, c'est bénéfique, mais n'y arrivent pas. Je donne des astuces pour ça. Ok, activité physique, sommeil. J'en parle un peu dans le pilier 8, la bouffe.
Ok, Greg, j'ai pas le temps de faire du sport, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à réguler ma bouffe. Qu'est-ce que t'as pour moi? Vous inquiétez pas, je suis là. On a d'autres astuces. La respiration. L'une des astuces les plus rapides pour changer d'un stress subi à un stress choisi. Vous êtes dans votre bagnole, vous avez un coup de fil que vous voulez pas prendre, et ainsi de suite. Vous sentez le stress monter. Ok, je prends 3 minutes. C'est 3 minutes que je vous demande pour respirer. Et là, je vous propose un petit outil qui s'appelle le soupir physiologique. Le soupir physiologique, c'est l'astuce la plus simple pour diminuer l'état de stress. Vous allez faire une inspire max par le nez, vous bloquez, et vous réinspirez max par le nez. Et vous expirez par la bouche. Vous faites ça pendant 3 minutes. Ok, on a de la data sur ça. On a des études scientifiques qui nous montrent qu'en fait, en faisant ça, on va avoir une régulation de notre système parasympathique et une diminution de l'excitation de notre système orthosympathique. Orthosympathique, c'est celui qui gère le stress. Parasympathique, c'est celui qui gère le repos. Ils sont en permanence entre nous, c'est notre système nerveux autonome. Et donc, quand on excite trop l'orthosympathique, on va être dans l'action. Quand on calme, on va être dans le repos. Donc, la respiration nous permet de passer de l'un à l'autre. Inspiration, blocage, double inspiration. Exactement. Et ensuite, expiration. expiration. Et on fait ça pendant 3 minutes. Vraiment, testez-le. Demain, quand vous êtes dans votre bagnole avec un coup de stress, avec une situation professionnelle, prenez 3 minutes, je respire et je regarde comment je sens. Comme d'habitude, ce que je donne, ce sont des pistes. Est-ce que ça va marcher pour 100% des gens pour soigner une dépression chronique? Non, mais testez-le. Exactement. Et c'est des outils. Et dans le pilier 8, donc tu as parlé effectivement du sommeil, tu as parlé de la respiration, l'alimentation. Ouais. Ça aussi. Élément déterminant. Élément déterminant, et je vais être franc avec les gens, et c'est comme ça que j'ouvre le chapitre. Je ne suis que kiné. Je ne suis pas formé en nutrition. J'ai des grandes bases que j'invite les gens à lire. Mais je ne pouvais pas faire ce livre sur le bien-vivre sans parler de la nutrition. Bien sûr. Parce que c'est là où c'est génial. De tout ce que je vous évoque depuis le début, et il y a quand même de la matière, hein, c'est indissociable de la bouffe. C'est-à-dire que ce que j'explique dans ces grands cercles, allez, si on doit les garder, je bouge, je dors, je gère mon espace émotionnel et je bouffe. Modulo la douleur, que je mets en centre parce que c'est mon activité principale, qui joue sur tout ça. C'est des cercles qui jouent en permanence. On peut très bien bouger si on dort très bien. Pardon, je vous dirais l'inverse. On pourrait quasiment ne pas bouger de sa vie si on dort bien, qu'on gère bien son espace émotionnel et qu'on bouffe bien. On pourrait pas très bien bouffer si on dort bien, qu'on gère bien son espace émotionnel et qu'on bouge bien. À certains moments de notre vie, on peut pas mettre tous nos yeux dans le même panier, mais je vous invite autant que possible d'avoir une belle régulation sur le plus d'années possible de votre vie. C'est normal, après un divorce, d'avoir tout qui se casse la gueule pendant 6 mois. Si ça dure pendant 15 ans, je vous invite à essayer d'être accompagné. Bref, on comprend ça. Pour la nutrition, donc de ce fait, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est un cercle qui collab tous les autres. Qui collab? Je ne sais pas si c'est le bon mot. Les gens comprendront. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, j'ai fait appel à 3 experts de différents profils. Un diététicien nutritionniste qui nous explique quand on apprend à décomposer la bouffe. Jérémy. Quand on apprend à décomposer la bouffe, on comprend quels sont les éléments dans notre estomac qui nous permettent d'avoir un changement sur nos émotions et sur notre forme et sur notre fatigue. À chaque fois, ce qui est cool, c'est que c'est des gens que j'ai reçus sur ma chaîne, comme toi et moi on discute, avec le lien du QR code pour pouvoir regarder la vidéo qui va durer 35 minutes. Les QR codes sont dans le livre. Exactement. Ensuite, j'ai Léa, qui est elle pharmacienne spécialisée en micronutrition, qui nous explique qu'est-ce qu'il y a dans notre bouffe qui peut accélérer le vieillissement de notre visage. J'en parle pas parce que l'esthétique a jamais été pour moi un vrai sujet, mais je sais que c'est un sujet pour les gens, pardon. Mais aussi dans nos articulations. Et enfin, et je crois que c'est ma préférée parce qu'elle a un profil très très atypique en France, qui est Émilie, qui est neuroscientifique. Elle a fait toute sa formation en Belgique et en Angleterre, qui fait le lien entre nos émotions, notre état de forme et notre microbiote et notre intestin. Je t'invite vraiment, je te donnerai ses coordonnées, il faudra que tu l'invites dans ton émission. La question que, en préparant l'émission, je me suis dit, mais en fait, ce mec, en parlant de toi, je me suis dit, mais est-ce que tu es dans un corps sain, avec un état d'esprit sain, avec
tout le savoir que tu as aujourd'hui, le recul que tu as et les 80 000 personnes que tu as pu accompagner dans leur vie? Je te dirais que malgré tout ça, je reste humain et c'est comme ça que je finis le bouquin. Mmh. C'est de dire: «Je le suis 95 du temps». Waouh, c'est beau. Je le suis 95 du temps et j'accepte vraiment cette part d'ombre en moi, comme on a tous, hein, Mmh mh. où les 5 ça me fait chier. Et ça, j'invite vraiment les gens à accepter cette part-là. De cesser de lutter en permanence contre votre propre nature, ou de temps en temps, ça m'emmerde de bien bouffer, ou de temps en temps, pendant une semaine, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Je suis comme tout le monde. Mmh. Et c'est pour ça que ce livre, c'est pas la méthode Major Mouvement, regardez, houhou, je suis génial. C'est-à-dire, ça, c'est mes connaissances, et je m'inclus dedans. Il y a des trucs qui m'emmerdent. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand on te lit et qu'on t'écoute ou on te regarde dans toutes les vidéos que tu préconises, c'est que ce qui nous semble être un Everest, une montagne, on se dit, waouh, il va me falloir du temps, il va me falloir de l'énergie, il va me falloir de la motivation, il va me falloir. Tu arrives à désacraliser ça et à remettre un petit peu sur le plancher des vaches en disant, attendez, redescendez, commençons par ça, analysez ça, et puis vous voyez ensuite. Oui, Et ça, c'est vachement important. Psychologiquement, c'est hyper important. merci, parce que c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre. Je vais te donner un petit exemple personnel, parce que là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est quand on regarde dans la littérature. Mmh. Tu prends l'exemple de l'Everest, et on va dire que, par exemple, l'Everest, pour les gens, ça va être un corps sain dans un esprit sain, d'accord? La réalité, c'est qu'en fonction de notre bagage génétique, de notre éducation, C'est vrai aussi. on ne part pas du même point. C'est vrai. Et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont montrer chaque jour des routines, mais à ne plus savoir quoi en foutre, ou les mecs qui se réveillent à 6 heures du matin pour avoir des routines lunaires et dire: «Regardez comme j'y suis arrivé», sauf que si on regarde, Ouais. le mec, il lui restait 10 mètres à parcourir avant d'y arriver. Bien sûr, les 10 derniers mètres de l'Everest, c'est très, très dur et je ne lui enlève pas ça. Mmh. Mais en fait, 95 des gens, ils sont encore dans la vallée parce qu'ils ont un bagage génétique plus compliqué, parce que leurs parents ne les ont pas éduqués au sport, parce qu'ils ont subi des traumas et des violences, et que eux, s'ils font la même chose que le mec, à savoir ils se donnent à fond pendant, j'ai pris 10 mètres, mais on n'a qu'à dire 10 semaines, 10 mois, Mmh. ils vont faire le même parcours que le mec. La seule chose, c'est que eux, ils seront passés de la vallée au premier checkpoint. Ils en auront bavé pour faire ça. C'est clair. Mais s'ils regardent le sommet, ils disent: putain, mais c'est tout ça qui me reste à parcourir. Sauf qu'en fait, leur chemin à eux, il est valide. C'est juste que c'était pas les 10 derniers mètres. Je ferai une vidéo là-dessus sur l'ingratitude de notre bagage génétique, l'ingratitude de notre éducation. Je vais donner un exemple très simple. Je me rends compte aujourd'hui, et je suis parfaitement lucide, que c'est plus simple pour moi de me mettre au sport. Mais pas parce que j'ai une motivation transcendantale. C'est que ma mère a toujours fait du sport. C'est pas du tout pareil de faire du sport quand ta mère fait du sport et que pour elle, elle désacralise ce que c'est une sortie à vélo, Mmh. que quand jamais ta mère, elle peut pas te payer un vélo. C'est pas la même histoire, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, j'invite les parents à se dire ça. Je suis parent de 2 enfants. Quand je fais du sport et que je fais du sport avec eux, certes, c'est cool pour mon cœur, mais qu'est-ce que je fais? Je plante des graines pour eux pour plus tard. Et ma séance de sport, elle est pas chiante, hein. Typiquement, on doit s'imaginer, par exemple, que quand je fais du sport avec mes gamins, je suis là en train de leur dire: «Attention, le placement de ton bassin, on s'en bat les steaks!» C'est pas ça l'enjeu. Mmh. L'enjeu, c'est quand on fait du sport avec papa, il nous laisse le choix de savoir si on veut y aller ou si on veut pas y aller, Ouais. que c'est souvent du jeu, qu'on rigole bien. C'est ça la finalité. Oui. La finalité, elle est Bien là. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour terminer, Greg, parce qu'on pourrait évidemment t'écouter des heures, mais l'idée c'était de se dire aussi, je parlais de cette dimension spirituelle qu'il y a dans ce livre. Est-ce que c'est les 36 piges qui t'ouvrent à cette spiritualité-là? Ou est-ce que, parce que quand tu parlais du code génétique, on pourrait aller plus loin. On pourrait se dire, est-ce qu'on va rechercher du transgénérationnel? Est-ce qu'on va rechercher un petit peu chez nos aïeux, parents, grands-parents, ce qu'il y avait à aller chercher? Tu as fait ce travail-là? À titre personnel, je l'ai pas fait. OK. C'est pas quelque chose que j'exclus. Par contre, tu sais, il y a des trucs que je fais personnellement que j'évoque pas sur les réseaux sociaux. Question de légitimité, d'autres le font mieux que moi. J'ai pas la réponse à cette question. Sur la question de la spiritualité, est-ce que c'est les 36 piges? Je crois que c'est un peu plusieurs choses. C'est que je me rends bien compte que on peut difficilement dissocier la spiritualité sous toutes ses formes. Mmh Je mh. je parle même pas de
Non, c'est pas la religion. Hein, ça c'est pas peut la l'être religion. si vous voulez, Ça peut, mais ça on n'est va pas mettre ça. au sens des croyances Être les plus larges. spirituel, c'est pas ça. C'est que je crois que je suis arrivé à un stade à la fois de ma vie, mais de mes connaissances pour me dire, en fait, la technique pure et dure, qui sont plus mes 2 premiers livres, ne suffit pas à expliquer les choses. Et je ne me souhaite pas de m'enfermer dans la technique et je ne souhaite pas que les gens s'enferment dans la technique. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2024, on ne manque pas de technique. On ne manque pas de technologie. On manque de cœur, on manque d'écoute et on manque d'ouverture d'esprit et de spiritualité. Et donc, c'est plutôt ce à quoi je tends personnellement. Et forcément, j'ai un travail qui est le reflet de mes réflexions personnelles. Et si j'arrive d'une manière ou d'une autre à orienter un peu plus les gens vers de l'ouverture d'esprit, vers un peu plus d'écoute que de toujours plus de techno, je crois que c'est le monde que je nous souhaite. Je crois que Marc, on partage ça, et que nos auditeurs partagent ça. Absolument. Aux éditions Marabout, en 2020, il y avait les 10 clés pour un corps en bonne santé. En 2022, il y avait le grand guide pour soigner vos douleurs. En 2024, et ça vient de sortir, donc les 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible, d'une manière ludique. Et ça n'est pas, on n'est pas face à un ayatollah comment j'appelle ça, du chou-fleur ou du colso. Au secours. Voilà, donc voilà, les choses se font de manière simple, petitement, intelligemment et sans avoir des moyens aussi. On n'est pas obligé de s'acheter du matériel ou aller prendre des abonnements dans des salles à droite à gauche. On peut faire ça à la maison tranquillement et en famille. Magnifique. Major Mouvement, merci aux éditions Marabout et merci à toi encore une fois. Merci Marc, c'est toujours un plaisir. C'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Et les bretelles, alors vous savez ce qui est bien, c'est que Greg, quand il vient, il n'a pas les bretelles. Et quand il repart, il retire les bretelles. Donc... Tu sais pourquoi ? Parce que je me suis dit, parce que tout le monde se dit, waouh, le mec, il a tout le temps les bretelles, c'est son branding, c'est sa marque de fabrique. Tu rigoles ou quoi ? Il les enlève avant, il les remet dans... Tu veux que alors je vais t'expliquer pourquoi. J'aime bien balancer un peu. Ah mais tu peux balancer. 2 choses. La première, c'est que je viens en métro et que quand j'ai mes bretelles dans les lieux publics, on me reconnaît beaucoup plus. Ah. Voilà. Donc, si j'avais eu les bretelles pour venir au métro, je serais arrivé avec 45 minutes de retard parce que j'aurais fait 45 consultations sur la ligne 8, sur la ligne 4, pardon. L'autre truc, c'est que je trouve que Major Mouvement a pris parfois beaucoup de place et parfois trop de place dans ma vie. Trop de place, oui, tu l'avais expliqué déjà ça. Et si aujourd'hui Major et Greg sont très très proches, il y a des fois où j'aime bien redonner de la place. Oui, c'est normal, évidemment. Ah, tu vois, t'as balancé, mais tu te retrouves le cœur meurtri de m'avoir taquiné comme ça. Taquiné comme ça. Merci infiniment, Greg. Prends soin de toi. Bravo pour cette belle expertise. Mes amitiés à ta famille et en particulier à papa qui a... Voilà, c'est dans le livre. Faites ça bien et on se retrouve. Vous allez commenter, j'en suis sûr. Partagez, évidemment. Et on se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Salut.